Pourquoi c'est de plus en plus difficile dans l'espace médiatique et sur Internet aujourd'hui de croire aux informations qu'on reçoit et pourquoi de l'autre côté du bâton, même si on reçoit des informations véridiques, honnêtes, auxquelles on pourrait croire, on a tendance à les biaiser nous-mêmes. Alors, juste un truc, j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, je relance la problématique encore une fois. 28% seulement 28% de gens qui reviennent sur ma chaîne sont abonnés à la chaîne. Les plus de 70% d'autres qui continuent à revenir, c'est-à-dire ils apprécient ce qu'ils voient ici, mais ils ne sont pas abonnés. Les enfants, c'est pas bien. Je suis pas content du tout. Il faut vous abonner, s'il vous plaît. C'est pas compliqué. Vous cliquez sur le bouton abonner. Ça permet à YouTube de savoir que la chaîne est sérieuse, qu'il y a des choses intéressantes, qu'il faut promouvoir ces vidéos davantage. Je serais très heureux si vous le faites parce que si demain la chaîne grandit, bah c'est formidable, vous l'imaginez bien. Bon, je ne sais pas quel argument vous donnez encore, mais simplement sachez qu'il faut que vous vous abonniez. Donc j'aimerais bien qu'on équilibre davantage quand même, qu'on passe déjà ne serait-ce qu'à 50-50%. Tu vois, 50 on fait. Voilà. Et puis après, je vais vous faire les relances, les annonces pour qu'on puisse avancer vers le zéro. C'est-à-dire qu'on controverse complètement la tendance. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Donc, pourquoi ce mécanisme compliqué? Comment il fonctionne? Alors, juste, je voulais un truc rapidement. La peur fait vendre. Ça, vous le savez déjà, tout le monde en parle depuis... Pourquoi je dis personne en parle? Non, mais sans déconner. Tout le monde en parle déjà depuis des lustres. Les pages contenant des articles reproduisant des citations hors de leur contexte pour prédire une catastrophe imminente sont bien plus visitées que celles qui reproduisent des textes nuancés et équilibrés. Comme par exemple, c'est le fait sur cette chaîne. J'essaie de produire justement des analyses nuancées et équilibrées, mais je sais que la bonne partie, au moins la moitié de ceux qui me regardent sont persuadés que je fais de l'embrigadement et que je raconte n'importe quoi. Alors j'ai beau à être neutre, équilibré, nuancé, non. Parce que, par exemple, quand je parle politique, quand je parle à propos de la Russie et quand je fais des comparatifs Russie, Occident et compagnie, c'est assez intéressant parce qu'il y a une moitié qui est considérée que je suis le troll de Kremlin, d'accord? Et les autres sont persuadés que je suis le traître de ma patrie, que je ne comprends vraiment rien et que je raconte vraiment de la merde. Voilà. Donc c'est quand même assez paradoxal, vous voyez? Le même contenu crée un biais conséquent en fonction de la personne qui me regarde. C'est quand même très intéressant. Et là, justement, je touche à la deuxième problématique que j'ai énoncée au début de la vidéo. Alors, juste pour commencer l'explication pourquoi ça fonctionne comme ça. Le 1er décembre 2014, un site web russe qui s'appelle Garadskoy Reporter, c'est une sorte de reporter citoyen municipal, dans la ville de Rostov-sur-le-Don, ils ont fait un test de nouvelles positives pour montrer que les bonnes nouvelles ne sont pas un mythe en réalité. Et ils ont décidé pendant une journée de ne publier que les bonnes nouvelles. Et donc en une journée, ils ont perdu 2/3 de leurs lecteurs quotidiens. C'est-à-dire que le trafic, la masse de gens quotidienne qui venaient les voir a été diminuée de 2/3. Et la rédactrice en chef, par la suite, expliquait que tout simplement, personne ne voulait lire ces bonnes nouvelles. Voilà. Et effectivement, plusieurs études ont relevé la tendance des gens à préférer s'informer à propos de sujets graves. C'est peut-être aussi pour ça que souvent on a tendance à tomber dans une sorte de trou lorsqu'on va sur Twitter et lorsqu'on voit des tweets des uns et des autres avec lesquels on est foncièrement, fondamentalement pas d'accord. Et on les lit et on continue à les lire. Et il y a des minutes, de longues minutes, voire des heures qui passent et on leur répond et on s'énerve et on envoie ça à nos amis sur WhatsApp, enfin partout et compagnie, pour dire non mais t'as vu ce qu'il a dit ce connard, non mais t'as vu, non mais t'imagines, mais comment on peut dire une connerie pareille, voilà. Et en fait c'est visiblement ce qui nous attire le plus, c'est-à-dire que les bonnes nouvelles, à l'évidence, n'intéressent personne. Et donc, dès le lendemain de cette expérience sur ce site russe, le 1er décembre 2014, il y a exactement 10 ans à Rostov-sur-le-Don, ce site russe est revenu aux informations qui font son succès. Faits divers, accident de voiture, explosion de conduite d'eau, journée normale, quoi. Un autre fait intéressant. 2 personnes qui ne connaissent leur position respective que par les citations des médias ont toutes les chances de se croire bien plus en désaccord qu'elles ne le sont en réalité.
Je vous laisse conscientiser le truc. D'accord? Donc, finalement, les médias, Internet, YouTube et compagnie fonctionnent à base de sensations et du principe de putaclic. C'est-à-dire un article ou une vidéo avec le titre, image principale ou le résumé exagéré exprès pour attirer plus de lecteurs ou de spectateurs. C'est-à-dire que moi, par exemple, sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog ou par ailleurs dans mes réseaux sociaux, je pourrais faire la même chose. Je pourrais créer du contenu de putaclic, mais il se trouve que ça m'intéresse pas parce que j'ai envie de justement de produire des textes nuancés et équilibrés, qu'ils n'en déplaisent à toute une moitié de mon audience. Et maintenant, en plus de tout ça, donc là, disons que j'ai parlé davantage de la production du contenu. Et maintenant, on va prendre l'autre bout de la rive, de l'autre côté, la rive droite ou gauche, en fonction de là où vous vous situez. Ça, c'est à vous de voir le truc. Donc, comment on perçoit ces informations, comment on perçoit ce qu'on écoute et ce qu'on voit. C'est-à-dire, en l'occurrence, on va parler de vous, qui êtes en train de, c'est ça, qui est en train de m'écouter et ou regarder. Donc, la perception subjective individuelle qui biaise finalement tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend en fonction de tout un tas de paramètres, de biais cognitifs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le sujet de cette émission, cette vidéo. Donc, perception subjective individuelle qui forme dans notre tête nos propres liens synaptiques en fonction de ce qu'on entend. Non, plutôt non pas en fonction de ce qu'on entend, là j'ai dit une bêtise, en fonction de notre vécu, en fonction de notre expérience, en fonction de notre positionnement, on va dire, politique, de notre couleur politique, de nos préférences, de nos chambres d'écho dans lesquelles on a l'habitude de nous situer. Et donc ce biais-là, il va modifier ce qu'on entend et ce qu'on voit en fonction de tout ce bagage qui est installé quelque part là-haut. D'accord? Et alors, deux expériences assez intéressantes prouvent justement ce mécanisme-là. La transmission d'une histoire ou d'un fait d'une personne à l'autre. C'est-à-dire qu'on a donné une histoire initiale à une personne, on lui a raconté, peu importe sa longueur, peu importe son contenu. Ça, c'est pas le plus important. Et on a demandé de transmettre cette histoire à une autre personne qui ne la connaît pas. D'accord? Ensuite, cette personne-là, avec ses propres mots, va transmettre ce qu'elle a entendu avec ses propres mots à une autre et ainsi de suite. Et donc, au bout d'un moment, on se rend compte finalement du biais infini avec lequel cette histoire arrive à la fin de la chaîne. Alors, naturellement, plus il y a de monde, plus le biais sera énorme. Pourquoi? Parce que chacun va y apporter sa propre touche, son propre style, sa propre imagination et fantaisie. Et oui, parce qu'on ne raconte pas les histoires telles quelles, on ne fait pas un copier-coller. On crée justement, on rajoute notre imagination, notre fantaisie et surtout on raconte ça avec nos propres mots. Or, nos mots sont perçus par les autres à leur propre façon. D'accord? Et donc chacun va aussi agrémenter ses propres récits des aspects émotionnels et psychologiques. Ce qui n'est pas du tout négligeable. Donc finalement, on est complètement dans l'interprétation, c'est-à-dire que chacun transmet en fonction de sa perspective et de son propre vécu. Voilà, c'est exactement ce que j'expliquais il y a 2 minutes. D'accord? Et la deuxième expérience, des 12 traducteurs. Alors, me demandez pas quand et qui, pour la première fois, a fait cette expérience. J'ai fait des recherches, même le chat GPT, je te jure, même le chat GPT, il n'a pas trouvé qui a fait ça. Bref, donc j'ai fait des recherches pendant 1 minute 15 à peu près. J'ai pas trouvé, j'ai dit, voilà, c'est pas grave. Donc, 12 traducteurs, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait exactement le même principe. C'est-à-dire qu'on a donné un texte à un traducteur initial. Par exemple, on part de l'anglais, on demande de le traduire à un traducteur natif, tout ce que vous voulez, un mec très professionnel, formidable, de bonne famille, tout, bon CV. Très bien. Et donc, on a demandé de traduire le truc en français. Ensuite, on prend cette traduction en français, on demande à un autre traducteur, tout aussi bon, formidable, professionnel, de le traduire vers l'allemand. Et ainsi de suite. Et on fait 12 traductions d'une langue à l'autre. Et quand on prend finalement la 12e copie traduite, on se rend compte que le texte final n'a rien à voir avec le texte initial. 12 traductions à peine. Je trouve ça quand même très édifiant. D'ailleurs, je trouve aussi que j'utilise très souvent ce mot, édifiant. Il faudrait que je trouve un synonyme parce que là, ça devient très redondant. Même moi, ça commence à m'énerver. Expérience des 12 traducteurs.
Ce qu'on appelle aussi la traduction en chaîne ou traduction en cascade, c'est-à-dire que chacun des traducteurs, comment dire, en plus de la différence linguistique, il va y apporter sa propre compréhension du sujet, sa propre sensibilité linguistique et culturelle, ce qui est pas du tout négligeable, linguistique et culturelle, parce que forcément, on ne perçoit pas les histoires, on ne perçoit pas les choses de la même manière d'une culture à l'autre. Je pense qu'aujourd'hui, à l'époque des conflits qui nous entourent, vous devez vous en rendre compte assez facilement sans que je rentre dans une explication infinie. Et donc aussi, il s'agit des choix de traduction. Et ça, également, j'en parle en connaissance de cause, puisque personnellement, je fais des traductions depuis des années entre le français et le russe. Et je sais qu'en fonction du traducteur, les traductions peuvent être très différentes. Et là, je ne parle que d'une seule traduction, de français vers le russe ou du russe vers le français. Du français ou de français vers le russe. Je ne sais pas comment on dit correctement, vous me corrigerez, vous me direz. Et donc, le choix de la traduction, c'est-à-dire que le choix de la sémantique, le choix de la couleur des mots, de leur même température, j'ai envie de dire, de leur style pour transmettre le sens tel qu'on le perçoit, ça modifie complètement l'histoire. Et donc voilà, cette histoire avec les 12 traducteurs, comme les 12 heures ou comme les 12 mois, si vous préférez, on part d'un texte et on vient vers une autre histoire quasi complètement différente de celle initiale. Et donc, avec ça, on peut passer quel parallèle? C'est que si vous êtes aussi vieux que moi, ou plutôt devrais-je dire si vous êtes aussi mûr que moi, n'est-ce pas? Vous avez forcément connu l'époque des cassettes audio et cassettes vidéo. Et donc, vous avez forcément connu aussi cette problématique lorsque vous voulez copier, par exemple, une chanson, un concert ou un film d'une cassette à l'autre, il y a une inévitable éperdition de qualité sur la copie. Et si de cette copie-là, vous faites une autre copie, il y aura une nouvelle perte de qualité du son et de la vidéo. Et donc finalement, pour moi, c'est la meilleure métaphore ou allégorie, si vous préférez, imagée, suffisamment imagée, pour dire à quel point finalement, lorsque une personne raconte la même histoire en cascade à d'autres personnes, non, une personne, c'est-à-dire une personne raconte à une autre et une autre, enfin bref, vous avez compris, on perd complètement l'essence initiale de la chose. Voilà comment les choses se biaisent complètement. Et donc ça fonctionne exactement de la même manière avec les journalistes, avec des analystes qui font des analyses comme moi par exemple sur internet, par écrit ou à l'oral comme je le fais là. Et donc forcément tout est biaisé, c'est inévitable, c'est ainsi que fonctionne notre monde. Donc bref, en conclusion, la subjectivité humaine mélangée aux intérêts médiatiques, qu'ils soient idéologiques ou publicitaires, alors ici mini pause, idéologique. Donc on peut parler, je sais pas moi, de la politique, de la religion, des lobbies, d'accord? Des lobbies qui vont promouvoir un tel intérêt d'un tel industriel ou d'un tel groupe politique, encore une fois, ou religieux ou autre, peu importe. Et ensuite, il y a la pub. Plus vous avez de trafic dirigé vers votre site internet ou vers votre chaîne YouTube ou autre, plus il y a de consommation de contenu, donc plus vous pouvez vendre de pub, et donc plus vous pouvez gagner d'argent. Et donc l'intérêt est double, mélangé aux intérêts médiatiques, idéologiques et publicitaires, crée le monde qui est le nôtre, dans lequel nous baignons tous, dans lequel nous vivons, dans toutes ces théories de complot, dont d'ailleurs j'ai expliqué le mécanisme dans cette vidéo. Non, dans cette vidéo précédemment. Donc vous pouvez la découvrir aussi et comprendre mieux, davantage, le sujet que je viens de vous balancer de manière quelque peu déconstruite. Et pourtant, je suis suffisamment satisfait du résultat que voilà. Like, partage, bien sûr, abonnement, commentaire. Je compte sur vous. À plus.